Pour fêter dignement ses 35 ans, le musée de la BD de Bruxelles inaugure sa nouvelle exposition permanente, Un siècle de BD belge. Un projet qui était dans les cartons depuis une décennie déjà. Donc, il y a 10 ans, pour les 25 ans du musée de la bande dessinée, on ferme l'exposition sur la BD belge de l'époque avec un projet de renouveler cette exposition. On est 10 ans après et enfin on ouvre cette nouvelle exposition sur la bande dessinée belge. Et le problème de ces projets successifs était qu'il n'y avait pas de propos clairement définis. Est-ce qu'on avait parlé des auteurs, exclusivement des auteurs, de quels auteurs? Est-ce qu'on allait parler des influences? Est-ce qu'on allait mettre en parallèle la bande dessinée mondiale et la bande dessinée belge? Donc il manquait ce lien, ce propos qui allait faire qu'on pouvait faire une exposition qui allait raconter une histoire. L'idée était de répondre à cette question de pourquoi est-ce qu'on associe la Belgique et la bande dessinée. La Belgique s'est en effet imposée au milieu du XXe siècle en Europe comme le pays phare du 9e art par l'inventivité de ses artistes et le dynamisme de son monde éditorial. Mais pourquoi un siècle de BD belge? Mais parce que, on va dire, j'ai considéré que la bande dessinée belge démarrait au moment où on la reconnaît aux règles qui la composent essentiellement aujourd'hui, c'est-à-dire la présence de phylactères. Alors cette présence de phylactères, elle remonte à un personnage extrêmement connu, c'est Hergé, en 1929 avec Tintin au pays des soviets, dans sa précédente bande dessinée qui était Totor, sa toute première. Là, il mélange encore les textes sous les cases et de temps en temps un phylactère. À partir de Tintin au pays des soviets, c'est plus que le phylactère, ce qui est une révolution. Une exposition qui représente donc un sacré défi. Comment résumer la richesse d'un siècle de BD belge? Ah, évidemment, un siècle de BD belge, du coup, c'est plus de 1500 auteurs, vous imaginez. Donc, on est face à une montagne, un Everest. Donc, il a fallu, au départ, on a 300 pages d'histoire et il faut condenser ça en 30 pages. Et donc, il faut pouvoir à la fois tout dire, mais tout dire en se résumant en quelques punchlines et en expliquant ça en plus à un public qui ici est très international, donc qui peut ne rien connaître du tout des auteurs ni de l'univers de la bande dessinée belge. Donc c'est un défi colossal, c'est 3-4 ans de réflexion, c'est des renoncements permanents, des réécritures totales. On a refait complètement le schéma de l'exposition à 3 ou 4 reprises, complètement réinventé la scénographie. Et finalement, la ligne a été de se demander qu'est-ce qui justifie qu'un auteur puisse être dans cette exposition ou non? Eh bien, c'est la reconnaissance dont il a bénéficié, les prix qu'il a pu obtenir, le succès public qui a pu le faire connaître dans nos frontières, mais surtout au-delà aussi. Donc, la manière dont il a fait rayonner le médium, soit par le public qu'il a touché, soit par l'inventivité dont il a fait preuve, soit par le style nouveau qu'il a pu imposer ou qui a pu faire école, par exemple. Quand on m'a dit 100 ans de bande dessinée, je me suis dit ok, le challenge est immense, on a un beau plateau parce que les mètres carrés sont là, mais est-ce que ça va être réellement suffisant? Et comment on va aussi emmener l'expérience du visiteur dans une expérience qui parle à tous, à répondre à des gens qui adorent la bande dessinée, qui vont très bien s'y connaître et qui vont tout lire, mais aussi se dire, une famille vient ici et je veux qu'elle reparte avec les éléments à minima de ce qu'il doit savoir sur cette histoire de la bande dessinée. Et donc on a essayé, en tout cas dans ce projet, de rendre une feuille accessible à tous. On veut qu'un groupe d'écoliers ou un amateur de bande dessinée prenne un plaisir qui sera différent, mais qui sera toujours un plaisir à découvrir l'exposition. La première partie, ça va être vraiment une immersion dans l'histoire de la BD belge avec ses illustres, un hommage assez important et assez émouvant, je dirais, par rapport à ces auteurs historiques. La deuxième partie, ça va être une interruption, en fait, mais qui est très centrale et qui avait été désirée par Isabelle de Becker. On met au cœur de l'expo le fond, les pièces les plus importantes, plutôt que de les loger à la toute fin. Ou voilà. La troisième partie, enfin, c'est plutôt la réinvention de la BD grâce à Suivre. Une partie également qui est dédiée à Histoire sans héros. Ça, c'est vraiment très intéressant. Les auteurs vont créer d'après un fil conducteur qui n'est plus le héros au centre, quoi. Et enfin, la dernière partie de cette section plus contemporaine qui va présenter une trentaine d'auteurs. Et là, on est sur la BD du réel et de l'émotion. Donc, on va chercher des sujets très différents, sur l'intime, sur des sujets sur des questions de géopolitique. Pour guider le visiteur dans ce labyrinthe entre ombre et lumière, un serpent de mer illustré par l'artiste bruxelloise Éléonore Scardoni. Daniel Couvreur souhaitait qu'il y ait un serpent de mer
qui nous accompagne tout au long du parcours. Et on a trouvé ça très intéressant qu'il y ait cette animalité aussi pour l'aspect mythologique. En fait, on a voulu vraiment créer la légende quelque part. Et le serpent de mer, c'était vraiment génial parce qu'il y avait la question de mouvement, de dynamisme, de réinvention. Le défi en matière de scénographie a été immense parce qu'il a fallu jongler avec toutes sortes d'éléments et notamment aussi avec les ayants droit, parce que quand on fait une exposition qui couvre une période aussi large qu'un siècle, il y a évidemment beaucoup d'auteurs qui ont disparu et donc il faut savoir où sont les droits et il faut arriver à les obtenir pour pouvoir présenter les documents, que ce soit des originaux ou des reproductions, chose que le grand public ignore souvent, donc ça a été un défi considérable. On a pris le parti d'utiliser tout ce qui était à notre disposition. Donc il y a des reproductions, mais il y a des objets qui sont symboliques. On peut retrouver les lunettes ou la pipe de Jacobs, des objets que Mark Slane a ramenés de ses nombreux voyages en Afrique. On peut retrouver du merchandising, des extraits de dessins animés. On peut retrouver des pellicules de dessins animés ou de films fixes. Enfin voilà, on a vraiment été chercher tout ce qui était à notre disposition, des archives TV, des archives radio. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments pour pouvoir raconter cette histoire. Une des grandes difficultés dans les expositions de bande dessinée et d'originaux est qu'on expose du papier, que le papier est un matériau très sensible. Donc imaginez une exposition qui devait durer entre 5 et 10 ans, faite uniquement d'originaux, ça n'aurait pas été possible. Et du coup, on a vraiment rassemblé au cœur de l'exposition une salle au trésor, qui est une salle dans laquelle on peut découvrir 20 originaux, qui sont 20 pièces d'exception, qui sont présentées pour environ 6 mois et dans lesquels une rotation sera organisée. Je suis assez persuadée que bientôt, quand on me cherchera, je serai assise dans la salle au trésor, juste à admirer les pièces qui y sont. Une exposition immersive, poétique et tout public à découvrir donc au Musée de la BD de Bruxelles.